Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc décrire un petit peu le premier chapitre du programme de seconde année de classe préparatoire TSI en mathématiques. Et c'est un petit chapitre purement technique, un peu complémentaire sur l'algèbre linéaire, avec des choses qui vont quand même avoir de l'importance durant l'année, même si ça peut paraître un petit peu disparate. Donc les préliminaires d'abord, donc dans tout le chapitre, hein, on appellera E donc un espace vectoriel sur K. Vous savez que c'est la dénomination qu'on prend pour dire que c'est un espace vectoriel réel ou complexe, c'est-à-dire que les scalaires sont des nombres réels ou des nombres complexes. Vous savez que vous allez manier le plus souvent, évidemment, des espaces vectoriels avec des scalaires qui sont réels, c'est-à-dire ce qu'on appelle des espaces vectoriels réels. Voilà, donc les différentes parties de ce chapitre, comme je l'ai déjà dit, sont indépendantes les unes des autres, plus c'est un petit peu un ramasse-tout de compléments divers. Donc on va définir ce qu'on appelle des familles de vecteurs. Donc une famille de vecteurs, ben voilà, c'est un ensemble de vecteurs tout simplement dans un espace vectoriel. Un ensemble de vecteurs qui n'est pas nécessairement fini d'ailleurs, un ensemble de vecteurs qui peut être infini tout à fait. Voilà. Donc la première notion qu'on a, elle est ici, hein, c'est la notion de famille libre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une famille libre? Bien, je peux vous en donner une idée avec trois doigts. Hein. Prenez trois doigts. Si vous les mettez à plat sur la table dans un même plan, votre table est plane, j'imagine. Si vous les mettez à plat sur la table et que vos doigts représentent des vecteurs, eh bien cette famille ne va pas être libre parce que vous voyez bien que vous allez pouvoir avoir l'un des vecteurs au moins comme combinaison linéaire des autres. Par contre, si vous mettez vos trois doigts de façon à ce qu'ils soient non pas plans mais en volume, eh bien là, on va voir, ils forment bien ce qu'on appelle une famille libre. Donc la définition F est une famille, hein, elle est libre, si et seulement si toute sous-famille finie de F est libre. En effet, une famille infinie peut être libre, mais pour ça, on regardera que ce qu'on appelle des sous-familles finies. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une famille libre? En fait, ça se passe ici. Quand vous avez une combinaison linéaire des différents vecteurs de la famille, les UJ sont les vecteurs de la famille, les alpha-J sont des scalaires, hein, vous avez vu ça en première année. Donc quand vous avez une combinaison linéaire de vecteurs de la famille, une telle somme finie s'appelle une combinaison linéaire des vecteurs UJ, donc avec les coefficients alpha-J. Eh bien, si cette combinaison linéaire est nulle, eh bien, c'est qu'en fait, tous les coefficients sont nuls. Donc, prenez vos trois doigts et mettez-les de façon à ce qu'ils ne soient pas plans. Eh bien, si vous prenez un vecteur qui est bâti sur ces trois doigts, avec un certain nombre de fois chacun, et si ce vecteur est nul, bah, vous vous rendrez compte intuitivement, là j'en suis là, intuitivement qu'effectivement, il faut que les trois coefficients que vous avez mis aux trois doigts qui sont vos vecteurs sont nuls, sinon ça ne va pas. Prenez le plan formé par les deux premiers doigts, et puis le coefficient attribué au troisième doigt, il doit nécessairement être nul, puisque votre vecteur nul est dans ce plan formé de vos deux premiers doigts. Voilà. Donc, alors la définition est un petit peu complexe, rassurez-vous, en pratique, vous manipulerez principalement des familles finies, donc il n'y aura pas besoin de prendre de sous-familles finies. Alors l'exemple classique de famille libre, c'est, alors qu'on soit dans R de X ou dans C de X, hein, donc au niveau de ce qu'on appelle les polynômes, en fait, hein, tout simplement, eh bien, la famille 1, x, x2, x3, x4, x5, xn, xn plus 1, etc.,
qui est une famille infinie, donc est une famille libre. Voilà. Et même de façon plus précise, toute famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés, échelonnés en degrés, c'est-à-dire qu'ils sont tous de degrés différents, est libre. Si vous avez une famille de polynômes non nuls, polynôme nul n'a d'ailleurs pas de degré, par convention on dit moins l'infini, mais il n'a pas vraiment de degré. Donc toute famille de polynômes non nuls en degrés échelonnés est libre. Et la démonstration de ça, c'est simple, c'est que vous prenez le polynôme de plus haut degré, imaginons que ce polynôme de plus haut degré, son terme de plus haut degré soit x 17128, le coefficient de x 17128, il doit être nul, puisque les autres polynômes qui sont de degré strictement plus petit, ne vont pas pouvoir annuler ce coefficient en x puissance 127 812, ou je ne sais plus quel exemple idiot j'avais pris. Voilà, alors une famille génératrice, maintenant, c'est une famille telle que tout vecteur de l'espace vectoriel est combinaison linéaire de vecteurs de cette famille. Alors, je vous rappelle qu'une combinaison linéaire, il n'y a pas une infinité de vecteurs, même si vous êtes dans un espace vectoriel qui est de dimension infinie, une combinaison linéaire ne comporte quand même qu'un nombre fini de vecteurs dedans. Donc, alors si on le formalise, ça devient un petit peu compliqué. Quel que soit le vecteur, il existe une sous-famille finie de la famille d'indices, telle que votre vecteur U, qu'on a pris quelconque, est une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Alors, regardez la pièce où vous êtes. Vous prenez comme 3 vecteurs de base, prenez un coin de la pièce, prenez comme 3 vecteurs de base les 3 vecteurs qui sont des côtés de la pièce, vous pouvez rejoindre n'importe quel point à l'intérieur de la pièce en faisant une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs-là. Voilà. L'exemple, toujours le même, dans les polynômes, la famille 1x. Alors je commence par 1 parce que c'est x puissance 0, n appartient à grand N, donc 1 est indispensable, j'allais dire. Donc la famille 1x, x2, x3, xn est aussi une famille génératrice, bien entendu. Alors, famille génératrice, famille libre, en fait, quand on met les deux ensemble, ça vous donne ce qu'on appelle une base. Alors, une base, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une famille libre qui contient suffisamment d'éléments pour être génératrice. Ça, vous pouvez retenir cette idée-là. Ou une famille génératrice qui est telle qu'aucun vecteur de la famille ne soit combinaison linéaire des autres vecteurs de la même famille. Donc on va voir ça tout de suite. On vient de voir que la famille dans K de X, qu'on travaille sur R ou sur C, ça ne change rien. La famille des monômes 1x, x2, x3, xn, x 37812 est à la fois libre et génératrice. Donc c'est une base de K de X. Alors rassurez-vous, la plupart des espaces vectoriels qu'on va manipuler réellement en mettant les mains dans le cambouis, je dirais, ce sont des espaces vectoriels de dimension finie. Donc les bases auront un nombre fini d'éléments. Donc ceci étant bien les définitions qu'on avait en dimension finie, que vous avez déjà eues l'année dernière, bien entendu, en dimension finie avec les bases. Donc ça servira très peu, ces bases en dimension infinie. Il ne faut pas vous affoler, même si on manipulera des espaces vectoriels de dimension infinie. Alors, si une famille est libre, toute sous-famille de cette famille est libre. En effet, si une famille est libre, ça veut dire quelque part qu'aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres. Si vous enlevez des vecteurs, vous avez encore moins de chances d'avoir des combinaisons linéaires, bien entendu. Toute surfamille d'une famille génératrice est libre. Alors, en effet, si vous avez une famille de vecteurs qui vous permet d'engendrer tous les vecteurs de l'espace, ma foi, si vous rajoutez un vecteur,
il n'y a qu'à pas l'utiliser, puis vous pouvez toujours engendrer tous les vecteurs de l'espace. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Je saute sur ça, hein, si une famille est génératrice et qu'une application est linéaire, ben, les images des vecteurs de cette famille sont génératrices de l'image. On utilisera ça régulièrement. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est juste le fait que phi, qui est là, est bien une application linéaire. Alors, un théorème qui est quand même assez important, c'est que si une famille est libre et si en lui ajoutant un vecteur, elle devient une famille liée, alors je ne l'ai pas dit, mais on appelle famille liée une famille qui n'est pas libre. En gros, vous êtes libre ou lié. Hein. Eh bien, ça veut dire que U est combinaison linéaire des vecteurs de la famille libre. Voilà, je ne reviens pas sur la démonstration, qui n'a pas ici un intérêt, qui est purement technique. Hein. On écrit une combinaison linéaire de tous les vecteurs de la famille liée. Comme cette famille est liée, il y a une combinaison linéaire nulle avec tous les coefficients qui ne sont pas nuls, c'est-à-dire au moins un coefficient qui est non nul. Si lambda n'était pas nul, donc ça disparaît, on a une combinaison linéaire nulle des vecteurs UI. Si on a une combinaison linéaire des vecteurs UI, comme UI est une famille libre, c'est-à-dire que tous les lambda I sont nuls. Donc si lambda est nul, tous les lambda I sont nuls, donc ils sont tous nuls. Donc ça ne colle pas. Ce n'est pas une famille liée. Donc si lambda est... ça ne colle pas comme c'est une famille liée. Si lambda est non nul, alors on peut isoler U comme combinaison linéaire des autres. Voilà. Donc l'image d'une famille libre par une application linéaire injective et libre, ça on utilisera très peu. Voilà. Ensuite, on va revenir un petit peu, compléter ce que vous avez vu en première année sur les sous-espaces vectoriels. Et en particulier, alors on ne va pas changer la notion de sous-espace vectoriel, vous l'avez, hein, mais on va définir ce qu'on appelle la somme de plusieurs sous-espaces vectoriels. Et on va mettre un plus, mais attention, ce n'est pas du tout une somme au niveau de la somme des vecteurs. Hein, ne vous méprenez pas sur ce plus qui n'a pas du tout le même sens que le plus des vecteurs. Et donc vous voyez dans cette écriture, vous avez ici un plus pour la somme des sous-espaces vectoriels et vous avez ici un plus pour la somme des vecteurs. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que la somme de sous-espaces vectoriels ? Eh bien, c'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire d'un vecteur de chacune des familles. Voilà. Donc, on va reprendre notre exemple avec 3 doigts qui ne forment pas un plan. Hein. Vous avez vos 2 premiers doigts qui forment un plan vectoriel, hein, même si... le 3e doigt qui forme une droite vectorielle. Et si je fais la somme de ce plan vectoriel et de cette droite vectorielle, ce n'est pas la somme au sens ensembliste du terme. Hein. C'est les vecteurs qui sont combinaisons linéaires d'un vecteur du plan et d'un vecteur de la droite vectorielle qui n'appartient pas au plan. Réfléchissez, regardez, vous avez tous les vecteurs qui sont dedans. Donc là, en dimension 3, la somme d'un plan vectoriel et d'une droite vectorielle qui n'est pas dans le plan vectoriel, puisque mes 3 doigts ne formaient pas un plan, eh bien, ça vous donne tout l'espace, tout simplement. Voilà. Donc, si la décomposition d'un vecteur quelconque en somme de vecteurs de chacun des sous-espaces vectoriels, ce que vous avez ici, le vecteur quelconque, il est somme de vecteurs de chacun des sous-espaces vectoriels. U1 plus U2 plus UN, avec U1 qui appartient à F1, etc., jusqu'à UN qui appartient à Fn. Donc, si les UI que vous avez là, ils sont uniques,
C'est-à-dire que vous en avez un seul pour engendrer le vecteur U. Vous n'avez pas le choix. Si les UI sont uniques, eh bien, on dit que la somme des sous-espaces vectoriels est directe. Voilà, et ça traduit le fait que les UI qu'on trouve qui permettent d'avoir la décomposition d'un vecteur quelconque, eh bien, ces UI sont uniques. Alors, en dimension finie, il manque un i ici, on peut avoir une base adaptée à une somme directe. En effet, en dimension finie, si un espace vectoriel est somme directe de différents sous-espaces vectoriels, ben on va tout simplement avoir une base de f en mettant bout à bout une base de chacun des sous-espaces vectoriels. Voilà, tout simplement. Mais pour ça, il faut que la somme soit directe, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que la décomposition d'un vecteur quelconque comme somme de vecteurs de f1, f2, f3, fn, eh bien, elle soit unique. Il n'y a pas deux décompositions distinctes d'un même vecteur. Et donc, quand la somme est directe, eh bien, si on met bout à bout les différentes bases des différents sous-espaces vectoriels, eh bien, on obtient une base de l'espace vectoriel lui-même, qui est la somme. Voilà. Donc, la démonstration est un peu technique. Pour l'instant, je vous la laisse. Le but de cette version audio étant plus de vous expliquer ce qui se passe. Sinon, vous regardez sur le document et vous essayez de comprendre. Alors, une notion qui va revenir un certain nombre de fois, pas trop durant l'année, c'est la notion d'hyperplan d'un espace vectoriel de dimension finie. Bon. Alors, pour ça, pour comprendre un peu ce que c'est, on va se baser sur l'espace vectoriel qui est sous-jacent à l'espace dans lequel on vit, la dimension 3. Et si vous avez... qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est un espace vectoriel de dimension 2, un plan vectoriel. Et notre espace est de dimension 3. Et il vous manque donc une seule dimension. Voilà. Eh bien, on généralise ça à la dimension n, et on a un hyperplan f est un hyperplan de E, si et seulement si, en gros, la dimension de f, eh bien, c'est n-1. Le fait, un hyperplan, c'est pas un plan, c'est pas de dimension 2, c'est 1 de moins que la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Alors, ce qui fait qu'en dimension 3, qui est quand même le modèle qui nous a servi pour faire des espaces vectoriels, eh bien, effectivement, l'hyperplan est un plan. Mais il n'y a qu'en dimension 3 que ceci est vrai. Quand vous êtes en dimension 5, eh bien, vos hyperplans sont de dimension 4. Et vous n'en avez pas de représentation intuitive, géométrique, bien entendu, puisque vous avez un petit peu de mal à imaginer, vous comme moi, on a tous un petit peu de mal à imaginer un espace, vivre dans un espace vectoriel de dimension 5, bien entendu. Donc, voilà ce que c'est qu'un hyperplan, et c'est tout simplement un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Voilà. Donc, en dimension 2, si on réfléchit, les hyperplans sont des droites vectorielles, et comme on l'avait dit en dimension 3, les hyperplans sont simplement les plans vectoriels. Je ne l'ai pas répété, mais c'est bien entendu sous-entendu. Ouais. Voilà. Donc, en fait, quand vous avez deux sous-espaces qui sont supplémentaires, c'est-à-dire deux sous-espaces dont la somme directe est l'espace complet, ça c'est la définition de deux sous-espaces supplémentaires, leur somme directe est l'espace complet. Si l'un des deux espaces est de dimension 1, eh bien l'autre est un hyperplan. Voilà, tout simplement. Alors, ces sous-espaces qu'on a là, on va avoir une notion, alors là, qui est extrêmement importante, qui est les sous-espaces vectoriels qui sont stables par un endomorphisme.
Vous vous souvenez de ce que c'est qu'un endomorphisme, hein? C'est tout simplement une application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace stable par un endomorphisme? Eh bien, tout simplement, vous prenez un sous-espace vectoriel et vous vérifiez que les images de tous les vecteurs que vous avez, eh bien, sont bien dans ce sous-espace vectoriel. Alors, si je prends une comparaison, vous prenez un plan vectoriel et puis vous prenez une droite vectorielle qui n'appartient pas au plan. Et puis même intuitivement, on va la prendre orthogonale au plan, comme ça vous verrez bien. Et vous faites la projection vectorielle d'un vecteur de l'espace sur ce plan vectoriel. Voilà, vous voyez bien ce qu'il en est, hein. Vous n'avez qu'à prendre comme plan vectoriel, comme image de plan vectoriel, c'est évidemment pas un plan vectoriel, le sol de votre pièce, et comme dimension supplémentaire, la dimension verticale. Et vous prenez comme application linéaire, c'est bien une application linéaire d'ailleurs, la projection d'un vecteur, projection orthogonale d'un vecteur sur le sol. Voilà, c'est pas très compliqué à imaginer. Bien, qu'est-ce qui là-dedans est stable par un endomorphisme, c'est-à-dire par cette projection? Eh bien, par exemple, le plan vectoriel du sol. Ben, lui, il est stable. Si vous prenez un vecteur du sol, son image, elle est dans le sol, puisque ça ne bouge pas. Et donc, vous voyez, ce sous-espace vectoriel est stable par cette projection. Ouais. Alors, vous en avez un autre plus surprenant, qui est stable aussi, qui est la droite vectorielle verticale, perpendiculaire au plan du sol. Ben oui, vous projetez. Et qu'est-ce qui se passe quand vous projetez? Ben vous obtenez le vecteur nul, puisque vous projetez verticalement un vecteur vertical. Et le vecteur nul, ben, il appartient à tous les sous-espaces vectoriels, tous les espaces vectoriels. Donc ce vecteur nul, il appartient à la droite vectorielle verticale. Et donc, paradoxalement, cette droite vectorielle verticale est stable par cette projection. Voilà. Donc, si vous avez un endomorphisme, alors vous savez que dans une base, un endomorphisme, ça a une matrice, qui est une matrice carrée comme celle-ci. Et si cette matrice, elle est ce qu'on appelle diagonale par bloc, c'est-à-dire ici, A1 c'est un bloc carré, A2 c'est un bloc carré, et AK c'est un bloc carré, qui chacun contiennent un certain nombre de lignes et de colonnes, hein, le même nombre évidemment, supposons que A1 ait 2 lignes et 2 colonnes, ben, ça veut dire que les vecteurs de A1, eh bien, ils vont être stables par cet endomorphisme. Parce qu'un vecteur de A1, il a quoi comme coordonnées? Eh bien, il a deux premières coordonnées, j'ai pris A1 de dimension 2 qui sont ce qu'elles sont, et puis après, il n'a que des zéros, bien sûr. Et donc, quand vous prenez, vous faites votre produit, d'accord, vous mettez votre vecteur là, et puis vous faites votre produit, là, il y aura des deux premières lignes, il y aura quelque chose, mais à partir de la troisième ligne, il n'y aura rien, parce que vos deux premières coordonnées qui ne sont pas nulles vont se retrouver face à ce petit rectangle de 0 là. Voilà. Et puis après, il n'y a que des zéros, donc il peut y avoir n'importe quoi dans la 2. Vous n'allez avoir que des zéros. Voilà. Donc, vous voyez que sur la matrice d'un endomorphisme, on peut quelquefois repérer certains sous-espaces vectoriels stables par cet endomorphisme. Mais attention, il faut que la base soit bien choisie. Parce que si vous ne prenez pas une base qui est formée d'abord d'une base de vecteurs de A1, puis d'une base de vecteurs de A2, puis d'une base de vecteurs de AK, vous pouvez avoir des sous-espaces stables en n'ayant jamais tous ces zéros, tous ces blocs de zéros, etc. Il n'y a pas de souci, vous ne les aurez pas. Voilà. Donc, les AI, par contre, dans ce cas-là, 1, A2, AK,
Bien, elles ont un sens parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la restriction au sous-espace vectoriel Fi de, de, de cet endomorphisme. Puisque l'image d'un vecteur de F1 est dans F1, ben, si vous prenez la base de F1 qui est formée des deux premiers vecteurs de la base de notre espace, et si vous cherchez sa matrice, ben, vous aurez la matrice de 2 qui est A1 qui est placée là. Voilà. Donc, en fait, les AI sont les matrices des restrictions de phi au grand FI dans leurs bases respectives. Mais attention, tout ça, et ça va nous occuper une bonne partie de l'année, il faut que les bases soient évidemment bien choisies. Alors, vous inquiétez pas trop pour le moment si vous ne comprenez pas trop, ça va doucement, doucement prendre du sens, mais pour l'instant, on donne juste l'idée de ce qui se passe. Alors ensuite, on aura besoin aussi de la notion de trace d'un endomorphisme et de trace d'une matrice. On va commencer par la trace d'une matrice. Alors pour ça, il faut une matrice carrée. Donc prenez une matrice carrée, et ce qu'on appelle sa trace, c'est la somme des éléments de la diagonale. Vous voyez, c'est une notion qui est extrêmement simple et extrêmement facile à calculer, mais qui va avoir extrêmement de l'importance dans quelques chapitres d'ici. C'est pour ça qu'il faut qu'on la présente. Et en fait, l'application qui a une matrice, par exemple 3,3, mais ça pourrait être une matrice 17,17, ça n'a pas d'importance, qui a une matrice 3,3 associe sa trace, c'est donc une application de Mn de K, avec ici n qui vaut 3, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K, K étant toujours R ou C, bien entendu. Dans K, puisque la trace, c'est une somme d'éléments de la matrice, donc c'est des réels si la matrice est réelle et des complexes si la matrice est complexe, eh bien cette application-là est une application linéaire. Or, vous savez, normalement, vous vous souvenez peut-être pas, que quand on a une application linéaire qui arrive, dont l'espace vectoriel d'arrivée est le corps de base, c'est-à-dire les réels ou les complexes, qui sont considérés comme un espace vectoriel de dimension 1 sur eux-mêmes, mais qui sont donc aussi un espace vectoriel, eh bien, quand on a une application linéaire d'un espace vectoriel sur son corps de référence, on appelle ça une forme linéaire. Donc, quand on dit une forme linéaire de K, ça veut dire que c'est une application linéaire d'un ensemble de matrices, enfin, d'un espace vectoriel dans son corps de base. Ici, l'espace vectoriel particulier, c'est l'ensemble des matrices. Voilà. Donc, il y a la linéarité, la démonstration est purement technique, il y a juste des indices. Voilà. Alors, ici, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est basé sur la trace de deux matrices semblables. Alors, deux matrices semblables, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça, c'est une notion qui est très importante. On va avoir plusieurs points de vue sur deux matrices semblables, et je vais vous donner le premier qui est peut-être le plus important pour nous. Je vous donnerai le deuxième dans quelques minutes. Deux matrices semblables sont d'abord deux matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. En effet, vous savez que quand vous avez un endomorphisme, sa matrice dépend de la base dans laquelle vous travaillez. Vous n'avez qu'à faire la projection qu'on prenait tout à l'heure, mais prendre une base formée de trois vecteurs de vos trois doigts placés n'importe comment, votre projection, elle a beau être une projection verticale sur le sol, des vecteurs de l'espace, eh bien votre matrice, elle va avoir une sale tête quand même avec une matrice 3,3 avec plein de chiffres. Voilà, simplement compliqué. Voilà, donc on va s'attaquer à la trace de deux matrices semblables. Et pour ça, on va regarder que, en fait, tout est basé sur le fait que quand on fait le produit de deux matrices, alors vous savez, quand vous prenez deux matrices carrées NN, vous pouvez faire soit le produit AB,
donc vous mettez A à gauche, B à droite, puis vous faites votre calcul, soit le produit BA. Mais vous savez que ce produit n'est pas commutatif, comme on dit, c'est-à-dire qu'en règle générale, vous n'arrivez pas sur la même matrice. Mais, ceci dit, ces deux matrices qui sont différentes vont avoir la même trace. Alors, la démonstration est assez simple. Il suffit de faire les deux produits et de s'apercevoir que finalement, on va avoir des doubles sommes comme ça de tous les AIJ, BJI. Alors faites-le en dimension 3 avec les indices 1, 2, 3, c'est-à-dire en haut à gauche 1, 1, 1, A1, 1, A1, 2, A1, 3, etc. Et vous verrez que ça fait bien ça. De l'autre côté, pour BA, on va avoir la somme des BJI, AIJ. Mais en fait, comme vos indices sont muets, vous pouvez inverser les noms. Échanger les noms de I et J, mais on les a échangés complètement. Hein. Attention, on les a échangés ici. Là, puisque BJ est devenu BJ, puis on les a échangés là. Le J est devenu un I, et le I est devenu un J. En effet, ces indices sont parfaitement muets, ils servent juste à se repérer. Et donc, vous avez ça, et comme là, le produit des deux matrices n'est pas commutatif, quand vous faites le produit de deux matrices dans un sens ou dans l'autre, vous n'obtenez pas le même résultat. Mais évidemment, le produit de deux réels, quand vous le faites dans un sens ou dans l'autre, vous obtenez bien évidemment le même résultat. Donc, ce qui nous dit que deux matrices semblables ont la même trace. Alors, ici, il faut que j'insiste lourdement, la réciproque est grossièrement fausse. Et je vous le dis tout de suite, la réciproque, il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient bien qu'elle soit juste. Voilà. Et qui, en deuxième rideau, considèrent qu'elle est juste. Non, à partir du moment où vous dites que deux matrices qui ont même trace sont semblables, votre correcteur, il ne corrigera même pas la suite. Alors, je reviens sur deux matrices semblables. Deux matrices semblables, je vous avais dit, premier point de vue, c'est deux matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. Mais c'est aussi A' égale P-1 AP, avec A, la matrice de l'endomorphisme dans la première base, et A', la matrice de l'endomorphisme dans la deuxième base. Vous avez vu ça en première année. Et P étant ce qu'on appelle la matrice de passage. Alors, pour l'instant, toutes nos matrices se lisent en colonne, matrice de passage qui est formée en colonne, notez bien en colonne, hein, et il n'y a pas eu de tremblement de terre, hein, les colonnes sont bien verticales. Donc, P, c'est la matrice de passage, donc c'est en colonne les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base par rapport à l'ancienne. Voilà, donc les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base par rapport à l'ancienne. Voilà, et à ce moment-là, vous obtenez P-1 AP. Alors, la démonstration est simple et elle est basée sur le fait que si le produit des matrices n'est pas commutatif, on ne peut pas inverser leur ordre, ce produit est associatif comme on dit, c'est-à-dire on peut les regrouper comme on veut du moment qu'on ne change pas l'ordre. Donc la trace de A', c'est la trace de P-1 AP, c'est donc la trace de P-1 et on remplace AP par sa valeur. Mais alors, comme on a vu que trace de AB c'est trace de BA tout à l'heure, pour deux matrices, eh bien on peut inverser l'ordre de P-1 et de AP. Donc c'est la trace de AP et de P-1. Mais comme le produit est associatif, on va pouvoir enlever ces parenthèses-là, c'est la trace de A, P, P-1. Mais qu'est-ce que c'est que P facteur de P-1 ? P étant une matrice de passage, P-1 c'est sa matrice inverse, et donc P, P-1, eh bien c'est tout simplement la matrice identité. Donc A fois l'identité, ben, c'est A. L'identité joue dans le produit des matrices, la matrice identité. Vous savez, celle qui a sur la diagonale tout des 1 et partout ailleurs tout des 0, eh bien, joue le rôle de ce qu'on appelle l'élément neutre de la multiplication, c'est-à-dire du 1 avec les réels ou les complexes. Voilà. Donc ça peut s'utiliser pour dire, a priori, que deux matrices ne sont pas semblables. Si elles n'ont pas la même trace, elles ne sont pas semblables. Mais attention, si elles ont la même trace, on ne peut rien dire. Et on arrive donc à la notion importante de trace d'un endomorphisme. Alors en dimension finie, bien entendu, puisqu'on va manier des matrices. Et là, la chose est assez
assez simple quelque part. Ça consiste à dire quoi? Eh bien, si vous avez deux matrices semblables, elles ont même trace. Mais si vous prenez un endomorphisme et que vous prenez ces matrices, en dimension finie bien sûr, et que vous prenez ces matrices dans deux bases différentes, ben vous allez avoir deux matrices semblables. Deuxième point de vue de ce que c'est que deux matrices semblables, deux matrices d'un même endomorphisme dans deux bases, ou deux matrices telles que A' égale P-1AP, P étant la matrice de changement de base. Et donc, comme les deux matrices du même endomorphisme dans deux bases différentes sont semblables, bien ces deux matrices ont même trace. Logique. Et donc, la trace d'un endomorphisme, vous pouvez la calculer par la trace de sa matrice dans n'importe quelle base. En effet, si vous changez de base, vous allez changer de matrice, mais la trace va être la même en vertu du théorème qui est juste au-dessus. Et donc, on a cette notion très très importante, la trace d'un endomorphisme en dimension finie n'est aucunement attachée à la base dans laquelle on travaille. Vous changez de base, vous aurez une autre matrice, clairement une autre matrice qui peut même être complètement différente, avec des nombres qui ne se ressemblent pas du tout, mais la trace va être la même. Et c'est ça l'importance de la notion de trace. Alors maintenant, on va parler de transposer d'une matrice. Alors, on passe d'un sujet à l'autre, hein, je vous l'avais annoncé dans le départ. Voilà, ça petit chapitre un peu fourre-tout. Donc on prend une matrice qui n'est pas nécessairement carrée, hein, qui cette fois-ci peut être rectangulaire. Donc n lignes et p colonnes, hein, on donne toujours le nombre de lignes et le nombre de colonnes avant. De même que quand un élément a deux indices, un élément d'une matrice, le premier représente le numéro de ligne et le troisième le numéro de colonne. Donc c'est une matrice à n lignes et p colonnes. La transposée qui se note A transposée avec un petit t en haut à gauche, ou ça qui est apparu dans le libellé du programme, mais que quasiment personne n'utilise. Moi, je ne l'ai jamais vu utilisé ailleurs que dans le programme. Enfin bon, il faut quand même que vous sachiez qu'il existe, on ne sait jamais. Donc cette transposée notée A transposée, c'est une matrice, eh bien, elle a P lignes et N colonnes, et en fait vous avez inversé les rôles des matrices, des lignes et des colonnes. Donc on voit beaucoup mieux ce qui se passe sur l'exemple. Voilà une matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Première colonne A3, 5, qui dans la transposée va devenir la première ligne 1, 3, 5. Deuxième colonne 2, 4, 6, qui dans la transposée va devenir la deuxième ligne 2, 4, 6. Et si vous avez une matrice colonne avec une seule colonne, ça va vous donner la transposée, une matrice ligne avec une seule ligne. Alors, la transposée de la transposée d'une matrice, c'est la même. C'est-à-dire si on transpose deux fois, on retombe sur la matrice elle-même. Alors cette notion de transposer une matrice va encore avoir de l'importance dans la suite du cours, hein, ne la laissez pas tomber. En effet, si je prends une matrice, je transpose, et puis je vais retransposer, donc ma première colonne va devenir ma première ligne 1, 2, ma deuxième colonne va devenir ma deuxième ligne 3, 4, ma troisième colonne va devenir ma troisième ligne 5, 6, vous allez bien retrouver la matrice d'origine. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, si U et V sont des vecteurs colonnes avec le même nombre de composantes, n, comme ici. Si vous faites le produit de la transposée de ce vecteur colonne par le deuxième vecteur colonne, eh bien, vous allez avoir une matrice à une ligne ou une colonne, c'est-à-dire un scalaire. En effet, faire ce produit-là, ça revient à faire le produit d'un vecteur comme ça, par une matrice colonne. Si vous faites un vecteur par cette matrice, vous allez avoir ça, et puis vous n'avez qu'un seul élément à calculer, bien entendu. Et donc, on obtient
si on réfléchit, normalement c'est une matrice, donc c'est une matrice à une ligne et une colonne, et on ne va pas être plus royaliste que le roi, on va identifier les matrices à une ligne et une colonne comme étant eux-mêmes un scalaire. Alors, opération sur les transposés, la transposition est une opération linéaire, c'est un pur calcul technique. Alors, vous remarquerez que j'ai utilisé ce T-là pour vous y habituer un petit peu, mais très souvent on met plutôt un petit T à gauche ici plutôt que le grand T à droite. Je vous laisse le calcul, pas un intérêt fou, c'est juste un peu technique, vous pouvez essayer de le suivre. Alors suivez-le avec des matrices de 2, je pense que ça suffira largement, et regardez un peu ce qui se passe en pratique avec des matrices de 2, même sur un exemple, et vous verrez bien que ça fonctionne. Évidemment, ce n'est pas la démonstration, elle est là la démonstration, hein, mais ça vous donnera l'idée que ça fonctionne bien. Alors, ici, un théorème maintenant qui est pour moi important, qui est sur la transposée d'un produit de matrice. En effet, quand on a envie de dire quoi? On a toujours envie de dire que le machin du truc, c'est le truc du machin. C'est ce que une application linéaire, c'est ça. L'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images, des vecteurs qui interviennent. Bien. Pour la transposée d'un produit, eh bien, ce n'est pas le cas. En effet, dans la transposée du produit, comme il y a une inversion de ligne et de colonne, il faut changer l'ordre. C'est-à-dire que la transposée du produit AB, c'est la transposée de B fois la transposée de A. On inverse l'ordre des termes du produit. Alors, vous avez déjà eu ça normalement en première année, dans l'inverse d'un produit de matrices toutes les deux inversibles. Si vous aviez deux matrices inversibles A et B, bien l'inverse du produit AB, la matrice AB est aussi inversible bien sûr, et l'inverse du produit AB, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A. Il y a une inversion dans le sens dans lequel on prend les transposés ou les inverses. Par contre, il y a un truc où ça se passe bien, c'est la transposée de l'inverse. Alors là, c'est bien, c'est le machin du truc, c'est le truc du machin, on est content. Alors c'est rare avec les transposés et les inverses, parce que pour les autres ça ne marche pas, mais quand on les mélange, ça marche. En effet, l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. Voilà. Donc, je vous laisse encore la démonstration. C'est une chose, ça, qui va également nous servir durant l'année. Ensuite, les notions de matrice symétrique et antisymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice symétrique? Bien, c'est une matrice qui est égale à sa transposée. Donc, l'exemple idéal en dimension 2, c'est celle-ci, 1, 2, 2, 3. Si vous transposez, votre première colonne va devenir votre première ligne, 1, 2, ce sera la même. Votre deuxième colonne, 2, 3, ça veut dire la deuxième ligne de 2, 3. Et donc, finalement, vous allez retrouver la même matrice parce que ces deux éléments-là sont égaux tout simplement. Et vous avez aussi la notion de matrice antisymétrique qui est que la transposée, c'est l'opposé de la matrice. Voilà. Donc, ne faites pas l'erreur du débutant. Hein. Vous avez des matrices symétriques. OK. Alors, on parle bien sûr de matrices carrées ici. Vous avez des matrices antisymétriques. Et vous avez la plupart des matrices qui sont ni symétriques ni antisymétriques. Attention, antisymétrique, ce n'est pas le contraire de symétrique. Hein. La plupart des matrices ne sont ni symétriques ni antisymétriques. Voilà, mais vous avez des matrices symétriques et antisymétriques aussi. Alors, l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n, muni des opérations habituelles, somme des matrices et produit d'une matrice par un scalaire, c'est un espace vectoriel aussi.
et de dimension n plus 1 sur 2. Alors, ces deux théorèmes vont être admis, mais en fait, regardez un petit peu ici. Qu'est-ce qui fait que la matrice est symétrique? Le 1, on peut mettre ce qu'on veut, parce qu'il est en première ligne, première colonne, et donc quand vous allez transposer, il va toujours se retrouver en première ligne, première colonne. Pour le 3, c'est pareil, il est en deuxième ligne, deuxième colonne. Quand vous allez transposer, il va toujours être en deuxième ligne, deuxième colonne. Donc pour qu'elle soit symétrique, la condition pour une matrice de 2, c'est que ces deux éléments-là soient égaux. Et donc en fait, vous avez, alors, en parlant, c'est abusif ce que je dis mathématiquement parlant, mais bon, on se fait bien comprendre quand même, ce 2-là impose le 2-là, ou l'inverse. Et donc vous avez ici quoi comme dimension, quoi comme degré de liberté. Bon, vous pouvez choisir celui-là comme vous voulez, celui-là comme vous voulez, celui-là comme vous voulez, et celui-là non. Voilà. Et si vous réfléchissez sur une matrice NN, bien vous pourrez choisir comme vous voulez les éléments de la diagonale, et comme vous voulez, par exemple, les éléments en dessous de la diagonale. Et les éléments au-dessus de la diagonale, ben, comme ils doivent se correspondre, l'élément IM ligne, JM colonne doit correspondre à l'élément JM ligne, IM colonne, et donc vous pouvez compléter les autres. Et regardez, ça vous en fait n plus 1 sur 2. Et pour les matrices antisymétriques, ça vous en fait n moins 1 sur 2. De la même façon. Ouais. Alors, on avance. Décomposition canonique. Alors, on a bien dit que toute matrice n'était pas symétrique ou antisymétrique. Ça, c'était clair. Mais par contre, toute matrice se décompose comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Et cette somme est directe, puisque si une matrice est à la fois symétrique et antisymétrique, eh bien, elle est nulle. Elle est nulle. Je m'aperçois ici qu'il y a quand même une erreur que je vais quand même corriger un jour. Parce que là, il me faut absolument des zéros ici pour que la matrice soit antisymétrique. Je suis allé trop vite quand j'ai rédigé ça. En effet, si vous n'avez pas un 0, votre matrice ne va pas être antisymétrique. Voilà, mettez un 0 ici et mettez un 0 là. Vous avez une grossière erreur ici. Vous êtes allé trop vite dans la frappe. Et donc, ce qui vous explique mieux le n-1 sur 2, bien entendu. Donc si M est la somme d'une matrice symétrique et antisymétrique, si je transpose, M transposé, c'est S transposé plus A transposé, c'est-à-dire S moins A. Donc, vous pouvez avec ça isoler S. S, c'est M plus M transposé sur 2. Et vous pouvez isoler A aussi. A, c'est M moins M transposé sur 2. Ça, c'est du calcul. Vous calculez avec les matrices comme si vous calculiez avec des nombres. Et la somme de ces deux matrices S et A, vous pouvez vérifier, c'est bien M. Parce que les M transposés vont disparaître et 1 demi de M plus 1 demi de M, ça fait bien M. Et ces deux matrices sont bien symétriques et antisymétriques. En effet, si vous prenez la transposée de ça, vous aurez M transposé plus la double transposée de M, c'est-à-dire M, donc la même. Et si vous prenez la transposée de ça, vous aurez M transposé moins la double transposée de M, c'est-à-dire M transposé moins M, c'est-à-dire l'opposé de A. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce cours-là. Alors, si vous avez le cours écrit sur papier avec l'exemple, s'il vous plaît, mettez bien des zéros ici, à la fin de la page 6. Pour que la matrice soit bien antisymétrique. Voilà, on va s'arrêter là et le chapitre 2 bientôt. Au revoir.